Alors, on continue avec les algorithmes de tri et nous abordons ici le tri rapide, dit le quick sort. Alors, ce tri, considéré comme étant très efficace, est une amélioration du tri à bulles. Il a été inventé par Charles Anthony Richard Howard en 1960. C'est un professeur émérite, enfin c'est un professeur britannique émérite. Il a été le premier à écrire le compilateur du langage Algol 60, le langage de programmation, et les procédures récursives, ainsi que c'est à lui qu'on doit la logique d'Howard pour la vérification de la correction des programmes, et aussi le langage formel CSP. Voilà, c'est donc grâce à lui nous avons ce tri là. Alors comment il procède ce tri? Alors ce tri commence par choisir un élément parmi les éléments de la liste à trier ou le tableau à trier et réorganiser le tableau ou la liste en deux parties, de façon à ce que la partie qui est avant le pivot, enfin les éléments de la partie qui est avant le pivot lui sont tous inférieurs ou égaux, et les éléments qui sont dans la partie derrière le pivot, on va dire partie droite si vous voulez, alors lui sont supérieurs, et reprendre ces deux parties chacune de son côté et la trier de la même manière, c'est-à-dire procéder de la même manière avec les deux parties obtenues. À la fin, les listes triées, les sous-listes, les sous-tableaux sont concaténés, donc une fois qu'elles sont triées, ou les tableaux sont triés, les sous-tableaux sont triés, ils sont concaténés. Bon, pour que ce soit plus clair, on va voir donc comment ça se passe. Alors, le pivot, il divise le tableau ou la liste à trier en deux parties, pas forcément égales, donc on aura deux parties. Alors, ce qui est avant le pivot, c'est tous les éléments qui lui sont inférieurs ou égaux, et ce qui est après le pivot, c'est tous les éléments qui lui sont supérieurs. Voilà, comme le montre cette animation là. Elle est en train de faire donc des permutations. Alors comment on procède? C'est que j'avance sur la partie gauche à partir du début jusqu'au pivot, et j'avance en même temps dans la partie droite de la fin vers le pivot. Et à chaque fois que je rencontre dans la partie gauche un élément qui est plus grand que le pivot, et aussi je rencontre un élément plus petit que le pivot dans la partie droite, je permute les deux éléments. C'est-à-dire, je vais inverser leur place. Voilà. Je vais continuer à le faire jusqu'à ce que j'obtienne tout ce qui est à gauche plus petit ou égal que le pivot, et tout ce qui est à droite plus grand que le pivot. Voilà, je vais dérouler un exemple devant vous. Et donc le pivot, c'est la case rouge. D'accord? Là, j'ai pris à peu près le milieu. Voilà. On peut le prendre, le pivot est choisi, soit on va prendre le premier élément en général, soit on prend le premier élément, soit on prend le dernier, soit on prend le milieu, soit on prend un élément au hasard. Voilà. Et donc, vous avez compris que ce tri-là, il a le pivot, le choix du pivot a une importance capitale. C'est-à-dire c'est très important. Le pivot, le choix du pivot est très très important pour ce tri-là. Alors, on va commencer avec ce tableau-là. Alors, je commence à partir de gauche. Je parcours le tableau de gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, des deux côtés, en même temps. Et là, donc, je vais commencer à partir de l'élément ou la valeur 9. Et dans la droite, je vais commencer donc ici à partir de la fin, donc j'aurai l'élément 20. Alors 20 est plus grand que le pivot, donc il va rester à sa place, d'accord? Ici 9 est plus petit que le pivot, il va rester à sa place, je fais rien. J'avance des deux côtés, je suis à 6 ici, d'accord? Là je suis à 6, je suis à 6, et là je vais être à 0. Là 0 est plus petit que le pivot, que 10. Et 6, là, est petit. Donc, tant que c'est petit, j'avance encore. Je serai sur 10. Mais là, j'ai pas encore avancé. Là, je me pointe sur 0 parce qu'il est petit. Je dois le permuter avec un élément qui est plus grand que le pivot. Et donc, moi, j'ai trouvé l'élément plus grand qui est 10.
10 donc sera permuté avec 0. 0 va venir prendre la place de 10. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et 10 va prendre la place de 0. Et ainsi de suite. J'avance maintenant. Je serai sur 13 sur la partie droite, sur l'élément 13. Et je serai en fait sur 22 dans la partie gauche. 22 est plus grand que le pivot. Je vais procéder donc à une permutation avec un élément, ou le premier élément que je trouverai plus petit dans la partie droite. Je vais avancer jusqu'à ce que je rencontre un élément plus petit. Je suis là, 5. Il est petit par rapport au pivot. Et donc, je vais permuter 5 avec l'élément qui est grand ici à gauche, c'est 22. Voilà, je procède à une permutation. 22 va prendre la place de 5 et 5 va prendre la place de 22. Je continue de la même manière. Je vais avancer. Tant que c'est petit, j'avance dans la partie gauche. Et tant que c'est grand dans la partie droite, j'avance encore. Jusqu'à ce que je me mets sur le pivot. C'est-à-dire là, j'avance. Donc là, je suis sur 8. Alors, 8 avec 12. 8 est plus petit que le pivot, que 10. Donc, je dois le permuter. Là, j'ai rencontré un 12 qui est plus grand que le pivot. Donc, c'est lui qui va être permuté avec 8. Voilà, je permute. Donc, 8 va venir à la place de 12 et 12 va aller à la place de 8. Je continue à avancer. J'ai un 1 dans la partie droite. Normalement, c'est pas sa place. Il doit être par devant, c'est-à-dire avant le pivot. Donc, j'ai un 1, mais il ne me reste pas. C'est-à-dire, il ne me reste plus d'éléments grands, en fait, dans la partie gauche. Et donc, là, je procède à une permutation avec 10, avec le pivot. Donc, 1 va venir à la place de 10 et 10 va venir à la place de 1. Et donc, ici, à cette étape-là, après cette étape-là, la valeur 10, qui est mon pivot, a pris sa place définitive. Maintenant, il occupe sa position définitive. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui sont devant, lui, sont petits par rapport à lui, inférieur ou égal, on va dire. Et tous les éléments qui sont derrière, lui, sont grands. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu deux parties. D'accord? Pas forcément égales. J'ai obtenu deux parties. Et donc, je vais appliquer le même principe sur chacune des deux parties de son côté. Voilà. Donc, je vais continuer sur la partie qui est à gauche. Et aussi faire la même chose sur la partie droite. C'est d'où la récursivité du processus. Voilà, je réapplique le même principe autant de fois jusqu'à ce que j'obtienne des tableaux à un seul élément. Là, je m'arrête. C'est comme le tri par fusion. On s'arrête quand on a de diviser, quand on a un tableau à un seul élément. Voilà, je continue avec le même principe. Donc, je suis sur la partie gauche. Je vais choisir encore le pivot. Là, c'est le milieu. Et donc, je prends le milieu du tableau. Et là, 5. J'ai 5 qui est le pivot. Et là, je vais faire la même chose. Alors, 1, je commence ici par 1 sur la partie droite. Sur la partie gauche, je suis sur 9. 9 est plus grand. Voilà, ça ne m'arrange pas. Je dois permuter. Je vais permuter 1 avec 9. Voilà. Donc, 9 va prendre la place de 1 et 1 va prendre la place de 9. Là, je continue. Je suis sur 6 sur la partie gauche. Et je vais avancer ici tant que je n'ai pas une valeur plus grande, plus petite que le pivot sur la partie droite. J'avance jusqu'à ce que j'arrive à 3. Alors, quand j'arrive à 3, alors là, ici, je me suis arrêtée à 6, parce que 6 est plus grand que le pivot sur la partie gauche. Donc, je vais permuter 6 avec 3. Voilà. Donc, 6 va prendre la place de 3 et 3 va prendre la place de 6. Je continue, je suis sur 0. 0 est petit. Donc, c'est bon, je m'arrête ici. 5 est à sa bonne place maintenant. Tout ce qui est devant, lui est petit, inférieur ou égal. Et tout ce qui est derrière, lui est grand. Alors, 5 a pris sa place définitive. Je vais encore procéder de la même manière sur le tableau de gauche et le tableau de droite. Alors, le tableau de gauche, je vais prendre le milieu ici, c'est 3. Et donc, je vais 1 est plus petit, d'accord? Et là, j'ai 0 qui n'est pas à sa place, donc il doit être par devant parce qu'il est petit par rapport à 3. Et donc, je vais permuter le pivot là, 3 par rapport avec 0. Et là, j'aurai donc 1, 0, 3. Donc, ici, là, de la même manière, donc je vais
procéder, donc je vais le diviser en deux, hein, et donc mon pivot c'est 0, d'accord, 0, 1, il lui est grand, donc il va rester à sa place. Donc je vais avoir, hein, en redivisant, je vais avoir une case, hein, une case pour 0, donc deux tableaux à une case ici. De la même manière, 3 ici, j'ai retrouvé, donc là je suis sur un seul élément, hein, donc je m'arrête, hein, chaque fois que je tombe sur, je me retrouve avec une seule case, un élément, hein, un tableau à un élément, je m'arrête. Alors voyons voir avec cette partie là. Alors là j'ai pris 7 comme pivot, donc 6 lui est petit, voilà, et 6 c'est un seul élément, d'accord, la partie dans laquelle il y a l'élément 6 c'est un seul élément, donc je m'arrête. 8 et 9, je divise, j'aurai 8, 9, le pivot c'est 9, 8 lui est petit, donc finalement je vais donc me retrouver avec aussi m'arrêter ici aussi parce que j'aurai des tableaux, des sous-tableaux à un seul élément. De la même manière sur la partie droite, donc le même procédé est appliqué à la partie droite. Là j'ai 17 qui est le pivot, je vais avancer donc sur la partie gauche du début vers dans le sens pivot du pivot, et dans la partie droite de la fin vers le sens du pivot, et je vais voir ce qui est petit dans la partie gauche, il reste, d'accord, j'avance. Si je trouve une valeur plus grande, je permute avec la valeur que je trouverai plus petite dans la partie droite. Voilà, là j'ai le 13 qui est plus grand, d'accord. Là, comme c'est tous les éléments qui sont petits, hein, par devant, tous les éléments sont petits par rapport à 17, donc je vais procéder à la permutation de 17 avec 13. Voilà, j'aurai 13 et 17 va prendre sa bonne place, la place définitive, et ainsi de suite. Je m'arrête donc quand j'aurai des tableaux à un seul élément. Voilà, si vous déroulez l'exemple, vous allez vous retrouver donc ici à la fin. Voilà, en récupérant les éléments là, les tableaux à un seul élément, en récupérant donc le tableau, j'aurai trié le tableau, donc j'aurai un tableau final qui est trié. Chaque élément est à sa bonne place, d'accord. Donc on continue. Là c'est la mise en œuvre de l'algorithme en C. Alors vous avez début, donc on va procéder avec début qui est 0 et fin au départ qui est n-1, d'accord. La taille du tableau, n-1. Et là donc on va dérouler l'algorithme jusqu'à ce que, tant qu'on est à l'intérieur du tableau, c'est-à-dire tant que début est inférieur à fin. Une fois que début devient égal à fin, je m'arrête. Donc je vais choisir un indice de pivot, hein. Je vais lancer une procédure partition. Ce tri là il dit aussi un tri par partition, d'accord. Alors c'est la fonction partition qui va me donner l'indice du pivot en fait, et je vais procéder au tri, hein, au tri des deux parties. Alors du début vers le pivot, donc i pivot moins 1, et de i pivot plus 1 vers fin. Donc là j'ai deux appels à la fonction quicksort, hein. Un appel sur la partie gauche et un appel sur la partie droite, et là j'ai un appel à la fonction partition. En fait c'est la fonction qui me donne le pivot, d'accord. Alors la fonction partition, alors on a besoin de t du début et fin. Voilà. Donc le choix du pivot au hasard, donc on peut choisir un pivot au hasard, on peut choisir le pivot comme étant le milieu du tableau, d'accord, là c'est le milieu. On peut choisir le pivot comme étant le premier ou le dernier élément, hein, d'accord. Donc la stratégie ou le principe de ce tri là, c'est en fait le bon choix du pivot. Maintenant la complexité de cette méthode, elle va dépendre du choix du pivot en fait, d'accord. Alors la partition, la fonction partition, comment elle procède?
Elle va démarrer donc dans la partie gauche, d'accord? Donc là, l'indice I va parcourir la partie gauche et l'indice J va parcourir la partie fin, plutôt de droite, d'accord? Et donc, J, il va démarrer à partir de la fin, d'accord? Hein, il va avancer donc de la fin dans le sens du pivot, et I va avancer du début vers le sens du pivot, vers le pivot. Et tant que I est inférieur à J, on va donc vérifier les éléments. Hein. Tout ce qui est inférieur ou égal au pivot, tout ce qui est inférieur ou égal au pivot et qui se trouve dans la partie droite sera permuté avec tout ce qui est supérieur au pivot qui se trouve dans la partie gauche. Voilà. C'est ça ce que fait ce while là, ces deux while. Voilà. Donc on procède à une permutation dans ce cas. Voilà. Et à la fin, le pivot, hein, il aurait pris sa place, là, sa bonne place, la place définitive. D'accord? Ok? Voilà. Cette fonction partition, elle va être réitérée, d'accord? Autant de fois hein, sur chaque partie du tableau, enfin dire sous liste ou sous tableau, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, le choix du pivot. Le pivot peut être le premier, le dernier, ou bien au hasard, choisi au hasard, ou bien l'élément médian, c'est-à-dire au milieu. Alors, pour choisir un pivot aléatoire, hein, on peut utiliser la fonction de génération des nombres aléatoires rand, hein, random, hein, ça vient de random, alors qui va générer des nombres aléatoires. Alors, comment l'utiliser? Bon, il faut intégrer la librairie stdlib.h si vous êtes sur le C, ou bien cstdlib en C++. D'accord? Voilà. Alors, comment procéder? C'est que T de pivot, hein, T de pivot, rappelez-vous ici. Ici, j'ai mis pivot, la valeur, l'élément, d'accord? L'élément pivot, c'était de dep plus fin sur 2. Ici, j'ai pris le milieu. Bon. Maintenant, je peux prendre le premier, par exemple T de dep, ou bien T de fin, ou bien un élément au hasard du tableau. Et l'élément au hasard, je vais le prendre avec cette fonction-là. C'est-à-dire, je vais prendre le T de random, de fin, c'est le reste de la division. D'accord? De fin moins début plus 1, plus dep. Alors, pourquoi? Parce que le choix, ce nombre aléatoire que va générer la fonction random, il doit être compris dans l'intervalle fin et début. Début, pardon, et fin. C'est-à-dire, début, c'est le début de l'intervalle. D'accord? Début du tableau. Et fin, c'est la fin du tableau. Et donc, là, c'est pour que je reste toujours à l'intérieur du tableau. Hein. Le choix de l'élément, d'accord, ou l'indice, bah, donc ça va me donner un indice, une position qui se trouve dans le tableau, entre début et fin. Et donc, moi, je vais prendre le T de cette valeur que va me donner cette expression. Voilà. Ça, c'est pour générer aléatoirement l'indice du pivot. Voilà, ça, c'est pour le choix aléatoire. D'accord? Maintenant, vous avez le choix. Et vous pouvez observer, hein, c'est-à-dire exécuter votre code et observer quand vous choisissez le pivot comme étant le premier, qu'est-ce qui se passe. Quand vous choisissez le dernier, qu'est-ce qui se passe. Et quand vous choisissez pardon, un élément au milieu, qu'est-ce qui se passe. Et quand on choisit un élément au hasard, qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir que quand on choisit un élément au hasard, l'esprit est aussi rapide. Hein, c'est-à-dire... on va voir sa complexité. Hein. Alors, la complexité. Le pivot, donc en général, divise le tableau en deux parties. Alors, on va dire une partie à k éléments, pas forcément égale. Hein. Donc, une partie à k éléments et l'autre partie à n-k éléments. Si on a un tableau à n éléments. Maintenant, imaginez le cas, on va dire... là, je suis en train d'exprimer, là, j'ai exprimé T de N, la complexité. En fait, c'est quoi? C'est la complexité de la partie qui contient K éléments, on va dire la partie de gauche, plus la complexité de la partie à droite, de droite. Donc, T de N moins K, plus la complexité de la fonction partition. Parce qu'en fait, la fonction partition, elle va parcourir
les éléments, donc tous les éléments du tableau, hein, elle va faire une comparaison. Voilà. Parce qu'elle va comparer, hein, à chaque fois et voir. Donc c'est O de n, hein, pour la partie, pour la fonction partition. Moi j'ai posé lambda. Là c'est pour, bon, vous savez que en fait dire que c'est O de n, et là c'est en fait c'est quelque chose, une constante fois n, hein, d'accord. Et comme les termes constants sont négligeables, moi j'ai posé lambda, j'aurais pu mettre juste n, d'accord. Lambda c'est le nombre d'opérations en général constante, hein, que va faire la fonction partition, qui ne dépend pas de n en fait, d'accord. J'aurais pu écrire tout simplement n pour simplifier, hein. Voilà, donc le pire des cas, c'est quand le tableau est trié ou partiellement trié. Pourquoi? Parce que imaginez que le tableau soit trié. Et je vais choisir un pivot. Quel que soit le pivot que je choisirai, qu'il soit au hasard ou au milieu. Donc c'est sûr que ce qui est par devant, lui sont tous inférieurs. D'accord? Et tout ce qui sont par derrière, lui sont supérieurs. Parce que le tableau est trié. Maintenant, si tout ce qui est par devant lui est inférieur, donc lui le pivot, si je voudrais donc calculer la complexité, j'aurai le pivot qui divise le tableau, c'est-à-dire j'aurai un élément, l'élément pivot, et tout ce qui est derrière. Imaginez par exemple que j'ai on va dire le premier, je choisis le pivot comme étant le premier. Le premier est le plus petit de tous, si le tableau est organisé de façon, il est trié. Le premier est le plus petit de tous. Donc tout ce qui est derrière lui est grand. Donc le tableau est en fait divisé en deux. J'aurai n éléments, hein, sur la partie gauche et n-1 éléments sur la partie droite. Maintenant pareil, si j'aurais pris le dernier élément du tableau. Tout ce qui est par devant lui sont tous grands. Donc le tableau va être divisé. J'aurai donc n éléments et n-1 élément. Donc une partie j'aurai un élément, d'accord, qui est mon pivot, et dans l'autre partie j'aurai n-1 élément. Voilà. Si je calcule cette complexité, qu'est-ce que je vais avoir? Donc en développant l'expression qui est là, hein, t de 1 plus t de n-1 plus la complexité de la fonction partition, hein, O de n. On continue à remplacer t de n-1 à chaque fois, hein, avec la même expression, la même formule. Je me retrouve avec une expression, là j'ai simplifié, j'ai pas voulu faire les étapes, vous pouvez les faire vous-même, et vous allez vous tomber sur cette équation-là. Là vous allez avoir P fois, ça, après un certain nombre d'itérations P, là j'aurais mis des petits points, là, etc. D'accord? J'aurai P, une forme ou une expression de la forme P fois T de 1, plus T de n moins P, plus lambda, ou 1 si vous voulez. Crochet là, vous avez n plus n moins 1 plus n moins p plus 1. Vous aurez donc une expression de cette forme là. Et donc, sachant qu'à la fin, après un nombre d'étapes pour aboutir donc à un tableau à une case, des tableaux à une case, des sous-tableaux qui sont réduits à un élément, t de n moins p va tendre vers donc t de 1, c'est-à-dire quand n moins p tend sera égal à 1. Et donc j'aurai P qui est n-1 qui sera égal à n-1. Maintenant, en remplaçant dans l'expression, cette expression-là, d'accord, j'aurai quoi? J'aurai donc P qui est n-1, d'accord, voilà. Là, j'aurai T de 1 qui est O de 1. Et là, j'aurai donc P-1 plus P-1 moins 1, donc moins 1, P-2, plutôt n-2, pardon, qu'est-ce que je raconte ici? Pardon, hein, je m'excuse. Donc, j'aurai là l'expression donc n plus n moins 1 plus n moins p plus 1. Alors, en remplaçant, d'accord. Et là, la forme que j'aurai, c'est n moins 1 fois t de 1 plus t de 1 plus lambda somme de i égale 1 à n moins 1 d. Cette expression. Voilà. J'ai remplacé dans cette expression le t par n moins 1. Et donc, je suis tombée sur l'équation suivante. Voilà. D'accord?
Et donc, je vous invite à développer, déjà en partant de cette équation-là, à développer et voir si vous obtenez cette équation-là. Et donc, une fois que j'arrive, on va dire, au cas de base, si vous voulez, à un tableau à un seul élément, donc ça veut dire que n moins p devient 1, et donc p devient n moins 1, je n'ai qu'à remplacer dans l'équation que j'ai obtenue ici, et j'aurai cette équation de t de n, cette expression de t de n. J'aurai n moins 1 t de 1 plus t de 1 plus lambda, somme, c'est une somme, là c'est une somme de i égale 1, n moins 1 d. Voilà. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne n au de 1 plus lambda n fois n moins 1 sur 2. Donc c'est du n au quart. Et donc, dans le pire des cas, le tri a une complexité quadratique. Le pire des cas, c'est quand le tableau ou l'élément pivot est un extrémum, c'est-à-dire c'est le plus petit, d'accord, ou le plus grand, d'accord, élément dans le tableau. Et dans ce cas, le tri dégénère en un tri par sélection ordinaire, c'est-à-dire il devient un tri sélectif. Donc dans le pire des cas, le tri dégénère en tri sélectif, d'accord. Et il y a de nombreuses stratégies ou des astuces pour éviter que ce cas tombe, c'est-à-dire éviter de tomber dans ce cas, ce pire des cas. Il y a des astuces qu'on utilise pour ce tri-là, pour qu'il ne tombe pas ou rarement, il tombe rarement dans ce cas-là. Voilà. Maintenant, le meilleur des cas. Le meilleur des cas, c'est que le pivot divise le tableau en exactement deux parties égales. C'est-à-dire dont le nombre d'éléments sont égaux, c'est-à-dire n sur 2, et la deuxième partie, c'est n sur 2. Voilà. Et là, si on calcule l'expression de la complexité, ça fera 2 fois, la complexité t de n sera 2 fois t de n sur 2. 2 fois t de n sur 2 plus la complexité de la fonction partition qui est en O de n. Et donc là, ça vous rappelle l'équation, on a obtenu pas mal de fois dans les exercices cette équation-là. Et donc en développant cette équation-là, cette formule de récurrence, et donc on va obtenir 2 puissance p, t de n sur 2 puissance p plus p lambda n. Si vous voulez lambda, vous la posez à 1, pour que ça soit plus facile à développer. D'accord? Et donc là, après un certain nombre d'étapes, on a obtenu donc cette équation, et qu'on sait que on va finir par avoir un tableau à un seul élément. Donc le cas de base, c'est que n sur 2p va tendre vers 1, et donc ce qui fait que n sera égal à 2 puissance p, et donc p, ça sera log en base 2 de n. Et donc le fait d'avoir obtenu donc que p est égal à log en base 2 de n, on va remplacer dans l'équation comme on a l'habitude de faire, et donc on aura le résultat, ça sera là n. Cette expression là, c'est O de 1, d'accord, 2 puissance p devient n, d'accord, et p lambda n, c'est en fait n, d'accord, qui est là, lambda, et p comme c'est log 2 de n, donc j'aurai log 2 de n. Et donc la complexité est en O de n log 2 de n. Elle est quasi linéaire. Voilà, ça c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, ça a été démontré aussi que ce tri-là, dans le cas moyen, il est aussi de complexité O de n log 2 de n. Maintenant, ce qu'on peut dire sur ce tri, je vais juste vous rappeler le fait que, bon, il est considéré comme étant très rapide, mais on a vu que dans le cas où le pivot choisi est le minimum ou le maximum dans le tableau, le tri devient quadratique, a une complexité quadratique, donc il dégénère au tri, il dégénère à un tri sélectif, et donc ça c'est son défaut en fait. Maintenant, c'est que ce tri là, il dépend, sa rapidité ou sa complexité dépend du choix du pivot. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, il est toujours très efficace. Il est surtout très efficace sur des tableaux qui sont
désordonnés, carrément, très désordonnés, et aussi sur des tableaux qui ont une taille très conséquente, c'est-à-dire assez conséquente, on va dire, c'est-à-dire très grande. D'accord? Maintenant, il est, bon, on va dire, il est en place, parce que moi, j'ai pas utilisé, ici dans l'algorithme, dans le programme, on n'a pas utilisé un tableau supplémentaire comme dans le tri par fusion. Hein, on a travaillé sur le même tableau, T, d'accord? Le programme, il a été, la mise en œuvre de l'algorithme, donc on n'avait pas besoin d'un tableau supplémentaire, donc il est en place. Mais ce qu'il y a, c'est que il n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce tri-là, il fait des permutations. Il recherche l'élément petit d'un côté, enfin, qui est petit par rapport au pivot dans la partie droite, et un élément qui est grand par rapport au pivot dans la partie gauche pour permuter. Alors, si on a des valeurs égales, c'est forcément elles sont permutées. C'est-à-dire, on ne va pas garder l'ordre initial comme dans le tri, les tris qu'on a vus. C'est-à-dire, sûrement, si on avait par exemple 2, 2 ou 2, 3 ou 2, 4 ou 2, 5, on va dire ou 3 ou plusieurs, ils vont être permutés. C'est l'ordre qui sera perdu. Voilà, il ne sera pas maintenu. Voilà, donc c'est pas un tri qui est stable. Maintenant, mais il est très rapide. Alors, tellement rapide par rapport aux autres, si on choisit bien le pivot, bien sûr, et c'est qu'il est implémenté dans la plupart, ça je l'ai dit au début, il est implémenté dans la plupart des langages de programmation. Par exemple, en C, vous l'avez sous le nom de, enfin, c'est la fonction qsort. Alors, elle est implémentée dans la librairie stdlib.h. Donc, il faut l'importer si vous voulez utiliser la fonction qsort, pour trier un tableau. D'accord? Et dans le C++, elle est implémentée dans la librairie cstdlib. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voulais juste préciser qu'il y a un tri aussi, un autre tri qui est de complexité quasi linéaire, c'est-à-dire en haut de n log de n, qui est le tri par tas ou le heap sort. Alors ce tri-là, il sera étudié une fois qu'on abordera les arbres et en particulier les tas, hein, d'accord? Donc très bientôt. Je vous remercie et à très bientôt.